avant de conclure cette cérémonie, on avait 3 questions à poser à 2 intervenants qui vont venir me rejoindre, qui sont Jean-François Desnaux, directeur du Lab Santé Île-de-France, et Stéphane Roch, délégué général Médicène Paris Région, qui vont clôturer au travers de 3 petites questions qu'on va leur poser, qui vont être assez succinctes. Vous préférez vous asseoir, c'est bon? Ça me va très bien. Voilà, je ne me mets pas très loin. On est bien. Première question peut-être qui va résumer un petit peu ce qui s'est dit cette matinée. Finalement, si on devait résumer en quelques mots, les drivers de l'innovation aujourd'hui. Alors, je vais essayer de vous faire une réponse innovante sur les drivers, parce que tout le monde connaît un peu les drivers de l'innovation. Je vous ferai simplement 2 réflexions. La première, c'est que je crois que le premier driver de l'innovation, c'est l'innovation elle-même. C'est-à-dire que si finalement l'innovation qui paraît comme ça très bien sur le papier, on voit que finalement du point de vue de l'usage, ça ne colle pas, on aura beau avoir tous les drivers de la Terre, ça ne marchera pas. Je vais vous donner un ou 2 exemples. Un exemple très clair, moi qui ai vécu 45 ans à l'assistance publique, à chaque fois qu'on avait un problème avec une infirmière ou aide-soignante qui était malade, le cadre passait toute la matinée à essayer de trouver quelqu'un pour la remplacer. Une start-up a simplement l'idée de s'occuper de mettre une plateforme et faire ça. Ils sont partis quasiment en même temps que nous. Ils sont partis à 3 ou 4, maintenant ils sont 35. Donc il y avait un besoin, il y avait une idée. Ils ont mis en place cette idée, ça marche. Voilà, ça y est. Donc ça peut aller très très vite. Il n'y a pas besoin de driver fantastique si l'idée est bonne. Il y a des idées, naturellement, on va dire que c'est une idée relativement simple. Il y a des idées plus complexes. Si on prend par exemple le stent coronaire, hein, c'est plus complexe, il fallait l'améliorer, il fallait trouver l'anticoagulant qu'il fallait avec, il fallait trouver les bons implantateurs, etc. Mais c'est globalement quelques heures d'hospitalisation versus la chirurgie cardiaque, 3 mois pour récupérer. Si on a la chance de ne pas avoir une médiastinite, c'est bien. Donc c'est évident que c'est un bienfait fantastique, ça change complètement les choses, mais c'est plus long à mettre en place, etc. Mais quand on a une bonne idée, finalement, ça arrive toujours à percer. On arrive toujours à être... Bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier évidemment la CCI qui nous accueille et remercier les équipes du Lab qui ont produit ce bel événement avec l'aide des équipes de la CCI, qu'il ne faut pas oublier, et de Médicène. Donc vraiment un grand bravo à l'organisation. Et on est très satisfait, Médicène, en tant que membre fondateur du Lab Santé, de voir ces résultats après seulement 2 ans d'expérience, de vie. Donc un grand bravo. Juste avant de répondre à votre question, un tout petit mot sur Médicène que vous ne connaissez peut-être pas tous dans la salle. Donc c'est un pôle de compétitivité et on a donc aujourd'hui à peu près 450 membres, hein, principalement des PME, TPE, mais aussi tous les grands groupes de la santé et les académiques, la PHP et tous ces hôpitaux, ainsi que les grands centres de recherche. Et nous, notre métier, c'est d'accompagner, notre mission qui nous est donnée par la région et par l'État et par nos membres, c'est d'accompagner cette création d'innovation en santé en partant de la richesse académique et clinique qui est très forte sur notre territoire. Pour faire très court, on sait tous dans cette pièce qu'au niveau médical, clinique et scientifique, la région Île-de-France est sur le podium probablement mondial en termes de région monde, et on n'est pas encore sur le podium mondial en termes de transfert en valeur économique et en emploi. Donc ça, c'est vraiment notre job. Et quelques chiffres, on a depuis la création accompagné 325 projets et financé et expertisé ces projets. Et au final, ces projets collaboratifs, et je finirai là-dessus, c'est plus de 700 millions d'euros de fonds publics qui les ont soutenus, et au total, près de 2 milliards de budget. Donc ça, c'est vraiment notre rôle premier. Sur la collaboration, j'y reviens, parce que pour nous, c'est vraiment le driver de l'innovation. Comme l'a dit Jean-François, le premier driver, c'est l'innovation elle-même. Le deuxième, on le sait tous, c'est l'idée, et l'idée qui, aujourd'hui, de plus en plus vient d'ailleurs, hein, pas seulement des experts de la santé. Pluridisciplinarité, c'est au quotidien qu'on le vit. Et puis, les besoins. Et quand l'idée rencontre le besoin, c'est formidable. Et pour les faire se rencontrer, il faut faire collaborer les équipes. Alors, on le dit tous, on en parle tous, c'est plus difficile à faire. Et nous, notre rôle, c'est vraiment, comme autour de notre table, on a les académiques, on a les scientifiques, on a les entreprises, les PME, les grands groupes,
c'est de les faire se rencontrer autour de thématiques scientifiques et de faire émerger des projets de collaboration. Et c'est vraiment un formidable driver de l'innovation. Alors ça, c'est pour les drivers. Et si on devait faire un petit état des lieux des freins aujourd'hui à l'innovation? Alors les freins, on dit souvent le principal frein à l'innovation, c'est le financement. Donc on voudrait juste tuer cette idée pour ensuite y revenir quand même. Une étude récente a été faite sur 300, malheureusement, décès de PME start-up, une étude post-mortem. 70% des causes, c'est la vision de l'entreprise, sa stratégie, son positionnement produit, marché, réglementaire. 20% des cas, c'est l'équipe, et ses fondateurs et l'excellence de l'équipe. Et 10% des cas, ce sont des problèmes de financement. Donc, les principaux freins aujourd'hui, c'est d'aider les créateurs, les porteurs de projets à se projeter dans l'avenir, à prendre un peu de distance, et c'est compliqué, plusieurs témoignages l'ont dit, tous les jours, au quotidien, la trésor, faire bouillir la marmite, c'est pas facile de se projeter à 5 ans, et pour autant c'est clé pour que ça soit un succès de demain. Donc ça c'est vraiment le premier frein, et nous et d'autres, on essaie d'accompagner ces porteurs avec des formations, des accès à du tutoring, du coaching et autres. Un autre frein qu'on connaît tous et qu'on vit tous, c'est la complexité évidemment de notre écosystème et sa faible lisibilité. Va vraiment falloir qu'on s'organise tous ensemble, ça fait partie de la mission que nous donne la région et l'État, de simplifier cet écosystème pour qu'il soit beaucoup plus performant. On veut toujours être comparé à Boston. Pour ceux qui connaissent Boston, c'est un tout petit peu plus simple de se repérer et de traverser la rue pour aller chez l'autre partenaire qu'en Île-de-France. Donc ça, c'est vraiment un sujet pour nous d'action concrète pour lever les freins. Et puis le dernier, j'ai dit que j'y reviendrai parce que le financement, c'est quand même un sujet pour nos créateurs d'entreprises, même si ce n'est pas le premier. On le sait tous, on est très très bon en France sur le préamorçage et l'amorçage. Il y a vraiment tous les outils qu'il faut et les pays du monde nous les envient. La difficulté, c'est surtout le relais de financement et donc la stratégie des investisseurs. Il faut vraiment qu'on pousse les investisseurs, et idéalement français, mais pas seulement, à investir à moyen et long terme pour accompagner justement cette vision de création de valeur en santé. Alors moi, parmi tous les freins que Stéphane vous a cités, moi je veux insister sur celui qui nous paraît finalement le plus complexe dans l'implémentation, parce que nous on est dans la mise en œuvre. On est dans la mise en œuvre, dans l'implémentation d'une innovation, et bien globalement c'est la résistance au changement. Je pense que c'est un point très important parce que finalement toute innovation, qu'elle soit technologique, qu'elle soit la problématique est que toute innovation va changer la manière de voir les choses, va changer sa manière de faire les choses, va changer le contexte, va changer l'organisation. Donc si on essaye d'implémenter une innovation comme ça, ça ne marche jamais. On a bien vu tout à l'heure, de toute façon, avec Ronan, ça a changé complètement l'innovation qu'on a mis en place, ça a changé la manière dont il voit l'éducation du diabétique, ça change qui s'en occupe, ça change un petit peu toute l'organisation, ça va changer complètement le suivi, il va falloir complètement se réorganiser, et on sait que se réorganiser c'est compliqué, c'est pas facile, il faut revoir un petit peu toute la manière de voir les choses, et c'est vrai que ça change la consultation, ça change le suivi, il y a moins d'hospitalisation. Donc tout ça c'est vraiment très compliqué, la résistance au changement c'est très difficile. Par exemple, on a vu qu'à Bichat ils sont finalement très bien organisés, on a essayé d'implémenter la même chose dans le même hôpital, ça marche beaucoup moins bien. Tout ça parce que je crois que c'est très très important qu'on ait quelqu'un qui porte vraiment l'innovation dans son service et qui réorganise les choses de façon à ce que ça marche. Merci, mais je crois que ça a été dit ça, que les Gaulois étaient réfractaires au changement, quelque part. Alors, dernière question, comment vous vous voyez évoluer avec le Lab Santé à long terme finalement? Écoutez, moi je pense que l'évolution du Lab Santé, elle doit très clairement partir vers l'expérimentation de nouveaux usages et puis vraiment repenser la manière dont on évalue les choses et en même temps se servir des nouveaux outils, le hackathon, le datathon, se servir finalement de ces nouveaux outils qui sont extrêmement intéressants, qui sont finalement beaucoup plus agiles que toutes les grandes évaluations que l'on connaît, qui demandent énormément de temps. Je pense que si on arrive à concentrer avec finalement un nombre d'experts et d'acteurs relativement importants, quand je dis acteurs, c'est du début jusqu'à la fin de la chaîne, je pense que c'est vraiment important, il ne faut sauter aucun maillon.
Et quand on met tous ces gens finalement ensemble, eh bien, on voit qu'on avance beaucoup plus vite. On a vu déjà comment on pouvait avancer très très rapidement sur le handicap en mettant justement vraiment les gens qui sont eux-mêmes en situation de handicap comme tête de pont de tout ce qu'on veut faire avec eux. Je pense que ça, c'est un point qui est vraiment très important. On a toujours tendance à imposer des solutions aux autres alors que finalement, on n'étudie pas assez leurs besoins. Et je pense que nous, actuellement, on travaille beaucoup sur le maintien à domicile, non seulement des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes âgées. Et on voit très bien qu'il y a énormément d'acteurs. Là encore, il y a un énorme problème de coordination. Qui doit assurer cette coordination? C'est pas très clair. Quel doit être le rôle des EHPAD dans cette coordination? Quel doit être le rôle peut-être d'un acteur, d'un nouvel acteur? Comment se servir finalement de tous les outils que l'on a maintenant vis-à-vis du suivi de ces malades? On sait très bien que, par exemple, les personnes âgées répètent toujours la même chose, que toute leur journée se ressemble, et tout d'un coup, quand la journée se met à plus se ressembler, c'est qu'il y a un problème. Donc, tous les nouveaux outils algorithmiques vont nous permettre vraisemblablement d'avoir des vrais outils de prévention pour éviter les chutes à domicile, pour éviter les problèmes de nutrition. Tout ça, finalement, ça entraîne un passage en EHPAD relativement vite, alors que finalement, les gens ne demandent pas mieux pour rester à domicile, mais il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Donc voilà, comment je vois le lab? Je vois le lab très clairement partir sur des expérimentations en vie réelle. C'est vraiment là comme ça que je vois partir le lab. En même temps, je pense que c'est important, et je vais laisser la parole à Stéphane, c'est important que, je suis d'accord que ce n'est pas forcément lisible, mais la lisibilité, ce qui est important, c'est la collaboration entre les différents acteurs. Je pense que la collaboration entre les différents acteurs, c'est très important. Sitôt qu'on se met ensemble sur un même projet, beaucoup de frontières se mettent brutalement à disparaître. Et puis la lisibilité est beaucoup plus facile quand on vient sur un acteur et que finalement, on voit qu'on a besoin de collaboration avec un autre. C'est un petit peu la lisibilité, dans ce cas-là, devient beaucoup plus facile. On en a eu la preuve ce matin avec les pitchs. Donc comment on voit l'avenir? Alors, pour Medicène, on rentre dans une nouvelle phase, 2019-2022, la prochaine phase des pôles de compétitivité. En tout cas, on l'espère, puisque l'évaluation est en cours. Nous, on a clairement défini une feuille de route stratégique qui axe sur la médecine de précision, ça ne surprendra personne, et tout au long du parcours du patient, y compris même avant qu'il ne soit malade, patient, individu à domicile par exemple. Et donc, on va articuler l'ensemble de l'accompagnement qu'on porte aux porteurs de projets pour les aider à trouver ses financements et nouer ses collaborations autour d'un axe très fort du diagnostic, de l'imagerie et de l'accompagnement du patient où qu'il soit. Et c'est vraiment tout ce qui est nécessaire à la santé aujourd'hui, mais qui n'est pas du traitement. Et c'est clé, et ça sera de plus en plus clé pour la médecine de précision de demain. Et puis deux autres axes plus orientés traitement, l'un qui est les biothérapies, les traitements innovants, et l'autre qu'on a intitulé les technothérapies, c'est-à-dire tous les traitements apportés par une technologie sans le côté bio. On peut penser aux organes artificiels, on peut penser aux implants connectés, etc. Et évidemment, l'avenir demain, ça va être la combinatoire de ces trois enjeux et de faire travailler ensemble des porteurs de projets en biothérapie, en techno et diagnostic et à domicile. Alors ça, c'est la manière dont on se voit dans les prochaines années. La collaboration avec le lab, on la voit très très bien, parce que je pense qu'on a pu démontrer ce matin, et les pitchs étaient très illustratifs, la grande complémentarité qu'on a ensemble, et avec Jean-François, on veut vraiment la développer, et avec nos équipes. Je vais prendre deux exemples. On a vu Biosérénité tout à l'heure, qui est également adhérente de Medicène, et qu'on a accompagné dans l'obtention de ses financements, dans sa croissance, dans son développement, sur l'innovation produit, l'innovation service. Mais on sait aujourd'hui en santé qu'il y a deux grandes familles d'innovation, et de plus, avec le numérique, elles vont s'intercorréler et se fertiliser de plus en plus entre elles. C'est l'innovation produit-service d'un côté, et puis l'innovation d'usage et d'organisation de l'autre. Et donc là, on voit très clairement notre complémentarité. Biosérénité, c'est bien d'avoir un produit, c'est encore mieux d'en faire le meilleur usage et d'être connecté aux hôpitaux et autres structures de soins pour influer sur les changements d'organisation qui seront liés et qui vont permettre le déploiement de cet outil. Ça, le Lab Santé, en vrai lab, comme l'a dit Jean-François, expérimentateur, le fait parfaitement.
connaît absolument tous les acteurs, la conduite du changement qu'évoquait Jean-François. Donc nous, on voit un très grand intérêt à ce que nos adhérents puissent bénéficier de l'expertise du lab pour aller plus loin vers l'expérimentation en vie réelle de leurs produits et services qu'on leur aura permis de développer. Et puis le dernier exemple, c'est les RHU, vous en avez entendu parler, les réseaux hospitalo-universitaires. La 4e vague est en cours. Medicène, en tant que pôle de compétitivité, les labellise. Donc on a vu passer 27 dossiers de RHU ce dernier mois, des très beaux projets qui associent entreprises et académiques et portés par un clinicien évidemment. Sur ces 27 RHU, 3 ont été construits ou en tout cas ont bénéficié du soutien du Lab Santé dans leur conception. Et nos équipes ont travaillé entre elles et on a pu constater évidemment la valeur du travail des équipes du Lab Santé sur les 3 accompagnés. Donc on est vraiment dans une forte complémentarité à la fois pour nos adhérents, pour qu'ils trouvent des débouchés aux innovations qu'on aura permis de développer, mais aussi au niveau des collaborations dont on parlait dans l'écosystème francilien, de faire en sorte qu'avec une très bonne connaissance des acteurs académiques notamment et des schémas de soins, et nous, une très bonne connaissance des guichets de financement, à l'Europe notamment, en région Île-de-France ou à l'État, qu'on puisse pousser l'innovation et ensuite bénéficier de cette complémentarité. Donc on voit très très bien notre avenir commun dans les prochaines années. Merci. Je ferai le mot de la fin à Jean-François quand même, qui est le maître de cette cérémonie. Avant de vous laisser le mot de la fin, parce que c'est peut-être à vous d'avoir le mot de la fin, je voudrais surtout remercier tout le monde. J'ai déjà remercié beaucoup de personnes, mais je pense que tous les gens qui sont là, je voudrais vous remercier d'être là. Parce que pour nous, c'est vraiment très très important d'avoir un petit peu toutes vos questions, d'avoir vos remarques. Et je sais qu'après, de toute façon, le meeting, on a beaucoup d'emails, on a beaucoup de gens qui nous posent des tas de questions, qui viennent nous voir. Donc je pense que ces réunions, c'est vraiment très important. D'abord pour que les gens puissent s'exprimer par rapport à l'aide qu'on leur a apportée. Et puis d'autre part, essayer de faire le point à chaque fois sur quelque chose. C'est-à-dire que l'article 51, c'était vraiment important parce que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement simple. Et puis, bon, la fin montre un peu la collaboration que l'on peut avoir avec Medicène et je pense que ça, c'est important. Voilà. Merci à tous d'être là. Merci à tous les speakers. Merci. Je tenais déjà à vous remercier pour vos interventions respectives et d'avoir clôturé cette belle 3e édition. Moi, je voulais quand même remercier effectivement toutes les personnes qui se sont rendues présentes et disponibles ce matin pour cette 3e édition. On espère qu'il y en aura d'autres, évidemment, à la 4e. On viendra notamment commenter toutes les belles perspectives que vous avez citées. Si on devait retenir quelque chose finalement, c'est la pertinence d'être accompagné aujourd'hui par des partenaires de qualité. Je crois que le Lab Santé a largement montré finalement sa pertinence à accompagner de jeunes startups, mais aussi des projets un peu plus importants. Je tenais également à remercier les 4 intervenants, les 5 qui sont venus commenter la table ronde autour de l'article 51. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée et on espère de beaux projets innovants pour le bien-être de la santé. Et puis, applaudissons notre animatrice.